Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler durabilité et innovation avec une entreprise qu'on pense tous connaître et qu'on connaît finalement assez mal. On va parler de Saint-Gobain. Et je crois qu'on ne mesure pas vraiment à quel point le groupe s'est transformé ces dernières années. Aujourd'hui, c'est le leader mondial de la construction durable qui est présent sur tous les continents et à la pointe des solutions bas carbone. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Thuaudet, qui est directrice financière du groupe. Bonjour Maude. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Et je vais commencer par une question assez simple. Maude, si vous deviez décrire à un jeune ce qu'est le groupe Saint-Gobain concrètement en 2025, comment est-ce que vous le décririez ? Alors Saint-Gobain, c'est la plus vieille société du CAC 40, mais qui se réinvente constamment. On a 360 ans cette année. On est le leader de la construction durable et on a comme raison d'être « Making the world a better home ». On est à travers le monde dans 80 pays. Et ce que fait Saint-Gobain, très concrètement, c'est vous prenez un bâtiment, il a une enveloppe, on fait tous les matériaux qui vont permettre de faire la toiture, la façade, les partitions, le plancher, etc. Et d'apporter surtout de la performance au bâtiment, performance en matière de confort, performance en matière de durabilité, performance carbone, et tout ça pour répondre à des enjeux absolument majeurs dont on pourra reparler. On a 165 000 salariés, collaborateurs à travers le monde, dont, et ça c'est important, 65 000 sont actionnaires et sont d'heureux actionnaires puisque le cours de l'action au cours de ces dernières années a été multiplié par 3. Donc Saint-Gobain, c'est une histoire de transformation permanente et de réinvention. On est dans le monde de la construction, du tangible, du concret. Est-ce que vous auriez des exemples de constructions récentes dans lesquelles Saint-Gobain a été impliqué ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous l'illustrez en photo, je pense que ça sera plus parlant. D'un certain nombre de réalisations du groupe. On va commencer par le foot, qui peut être un sujet d'intérêt pour tout le monde. Sur typiquement ce type d'ouvrage, comme un stade de foot, Saint-Gobain va apporter des solutions qui vont permettre de bâtir rapidement, de rénover rapidement l'ouvrage pour qu'il puisse être en service rapidement, et puis d'apporter du confort acoustique, par exemple, parce que dans un stade de foot, il y a quand même pas mal de bruit, du confort contre de la protection incendie, de la performance énergétique, donc toute la performance du bâtiment, c'est les matériaux de Saint-Gobain qui les apportent, par exemple sur ce stade au Brésil, par exemple aux Émirats Arabes Unis, où vous voyez des réalisations architecturales extraordinaires. Là aussi, c'est l'innovation de Saint-Gobain, les matériaux de Saint-Gobain qui permettent de telles performances, d'avoir un bâtiment qui s'appelle le Dôme de Perles. Je pense que c'est assez poétique et que c'est très évocateur. Pareil en Inde, où on est aujourd'hui le leader incontesté. Dans tous ces pays, nous sommes le leader de la construction, le numéro 1, avec des implantations locales. En Inde, on fait le nouveau Parlement indien et on fait bien plus parce qu'on a là-bas plus de 2 milliards de ventes et une croissance multipliée par 4 ces dernières années en Inde. Et puis, bien sûr, à Paris, on fait notamment aussi des enjeux de rénovation qui sont très importantes. Comment réhabiliter des bâtiments anciens pour en faire des bâtiments confortables, adaptés à notre temps et dans le respect de l'environnement et du développement durable. Donc ce projet, il est cher à mon cœur parce que c'est le premier projet sur lequel Saint-Gobain a déployé du verre zéro carbone, du verre bas carbone. On a été les premiers au monde. Vous savez qu'on est né dans le verre à Versailles il y a 360 ans. Saint-Gobain a fait la galerie des glaces et c'est comme ça qu'on est né. Et 360 ans plus tard, Saint-Gobain réinvente le verre en étant le premier au monde à faire du verre bas carbone. Et ce projet est l'un des projets emblématiques. On a créé un nouveau marché qui est le marché des matériaux bas carbone. Pourquoi ce marché existe ? Ce marché existe parce que on est, nous, en tant que fabricants de matériaux, de concepteurs de matériaux, une partie de la solution, puisqu'on décarbone, on aide à l'efficacité énergétique des bâtiments, on a un impact énorme sur le bâtiment en lui-même et en même temps une partie du problème, puisque évidemment on prélève des ressources naturelles. Avec ce type de nouveaux produits, on rentre dans une économie beaucoup plus circulaire et beaucoup plus bas carbone que précédemment. Et puis, réalisation emblématique, la tour Saint-Gobain, qui est ouverte au public, donc je vous invite à la Défense à aller faire un tour dans le showroom. La tour Saint-Gobain, c'est vraiment l'ensemble de notre offre, 82 solutions
qui sont implantés dans cette tour et qui permettent le confort de chacun et qui ensuite permettent aussi à nos clients, qu'ils soient américains, qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient indiens, de venir voir et ensuite d'implanter ces différentes solutions sur leurs projets à eux. Donc voilà en quelques mots les réalisations de Saint-Gobain. Il y en a beaucoup. Juste pour vous donner un ordre de grandeur sur l'impact dont on parle, vous prenez une rénovation d'un hôpital, par exemple à Paris avec l'AP-HP, vous mettez des matériaux Saint-Gobain grâce à notre science du bâtiment, vous réduisez la facture énergétique de 50% et vous réduisez de 30% le nombre de jours où les patients auront trop chaud dans leur chambre. Donc c'est ce genre d'impact qu'on peut avoir qui est absolument massif sur le confort, le bien-être des utilisateurs et bien sûr la facture pour la personne qui détient l'actif. On a bien compris que Saint-Gobain, c'était un groupe global, implanté sur tous les continents, avec des clients donc très différents. On a vu les réalisations Paris, Inde, mais c'est aussi États-Unis, enfin, vous êtes présents partout. Comment, dans un groupe, comment on arrive à rester agile quand on est un groupe qui s'adresse à autant de clients différents sur autant de continents? Effectivement, quand on parle de nombre de clients, en France, Saint-Gobain, c'est 400 000 clients en compte. Donc, vous voyez l'ampleur, et ça dans 80 pays. La clé du succès, et ça a été la clé de la réinvention de Saint-Gobain à partir de 2019, je vous parlais de cette fantastique trajectoire boursière qui continue, la clé de la réinvention de Saint-Gobain, ça a été de partir du principe que nos marchés sont fondamentalement locaux et que dans nos 80 pays, le pouvoir est à nos patrons de pays qui sont, dans 95% des cas, des patrons locaux. C'est-à-dire que notre patron mexicain, il s'appelle Marco Corrales, il est implanté au Mexique, il connaît son écosystème, il gère ses équipes, etc. Aux États-Unis, c'est Mark Rayfield. En Pologne, c'est Agatha Chudi, etc., etc., etc. Donc la clé chez Saint-Gobain, c'est cet ancrage local combiné avec une expertise industrielle en innovation, en digital, etc., à l'échelle du groupe, évidemment, qui permettent à tous les pays d'être tirés vers le haut. On a une culture très forte et une culture qui repose sur la responsabilisation, la confiance et la collaboration. C'est vraiment des valeurs cardinales chez Saint-Gobain, et c'est ça qui fait que dans chaque pays, nos patrons de pays sont des vrais entrepreneurs de leur marché et ont cette envie d'aller chercher le dernier mètre. Lors de votre journée investisseur, vous avez beaucoup parlé des méga-tendances structurelles. C'est un thème qui m'est particulièrement cher comme critère d'investissement. Vous avez parlé d'urbanisation, de rénovation énergétique, etc. On en a déjà abordé quelques-uns. Pour vous, quelles sont les méga-tendances qui vont être les plus porteuses pour Saint-Gobain lors des prochaines années ou décennies? Alors, elles sont infinies et elles sont très régionales. Encore une fois, on est sur des marchés très locaux. On ne construit pas de la même façon en France, aux États-Unis, au Brésil, etc. Si je prends par continent, en Europe, évidemment, le sujet, c'est la rénovation. 85% des bâtiments qui existent aujourd'hui seront là en 2050. Évidemment, qui ne seront pas adaptés en 2050 au climat de 2050 et qui ne seront pas adaptés au mode de vie de 2050. Donc il y a l'enjeu massif de rénovation et de rénovation énergétique. Si je prends les États-Unis, l'enjeu majeur, il est adaptation au changement climatique. On a une partie de notre activité qui concerne les activités de toiture aux États-Unis. C'est impressionnant de voir le nombre de tornades, d'ouragans, de tempêtes de grêle, etc. Et donc, sur ce marché, qui est un marché très vaste, on adapte notre offre en fonction des enjeux. À l'ouest des États-Unis, vous allez être sur la résistance au feu, parce que les incendies en Californie, je pense qu'on en a tous entendu parler, mais c'est très parlant là-bas, c'est du concret. À l'est, on va beaucoup plus parler de résistance aux intempéries, au froid, au gel, etc. Et donc on a comme ça, et ça va faire appel à beaucoup d'innovation parce qu'on peut toujours aller chercher plus de performance sur nos bâtiments. Par contre, effectivement, dans les pays émergents, si vous prenez un pays comme l'Égypte d'ici 2050, c'est 37 nouvelles villes. 37 nouvelles villes. Ça veut dire qu'il faut construire ces villes, il faut des matériaux pour les construire, il faut des matériaux, encore une fois, qui soient respectueux, qui soient frugaux au maximum, puisqu'il y a un sujet de ressources finies dans un pays comme l'Égypte, mais aussi dans un pays comme l'Inde ou partout sur la planète. Donc voilà un peu les grandes tendances sur lesquelles on se positionne et qui sont, encore une fois, des boulevards de croissance pour Saint-Gobain sur un horizon très très long. C'est très court terme aussi. C'est drôle de voir à quel point ces deux concepts d'innovation et de durabilité, en fait, ils marchent vraiment ensemble.
Quand on parle d'innovation chez Saint-Gobain, est-ce qu'on parle de nouveaux matériaux? Est-ce qu'on parle de nouveaux procédés de fabrication? C'est quoi vraiment l'innovation? Alors, au cœur du savoir-faire de Saint-Gobain, il y a les matériaux. Il y a l'innovation, et donc, par exemple, ça va être du verre électrochromique, donc du verre qui va se teinter en fonction des rayons du soleil. Ça va être de la chimie de la construction qui va permettre d'aller réparer des ponts, des tunnels, etc., et de prolonger leur durée de vie. Ça va être de la plaque de plâtre acoustique. Donc là, vous ne le voyez pas, mais dans cet endroit, il y a beaucoup de produits à nous et beaucoup de produits qui permettent d'avoir la bonne acoustique, d'avoir dans un environnement comme ça qui accueille du public de la durabilité, c'est-à-dire qu'il faut que les matériaux y tiennent parce qu'il y a beaucoup de passages, donc ça s'use, etc., etc., etc. Donc c'est cette science, au cœur de tout ça, c'est la science des matériaux. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que la solution, elle se mesure à l'échelle du bâtiment. Et donc, de plus en plus, nous, on se positionne comme comment dire, la tech à l'intérieur de la conception du bâtiment pour aller optimiser comment on combine tous nos matériaux et pour aller chercher encore plus de performance. Et encore une fois, c'est des sujets nouveaux ou pas très nouveaux, mais typiquement le confort d'été. Vous avez tous eu sans doute un jour trop chaud chez vous. Sachez qu'il existe des solutions, il existe des matériaux chez Saint-Gobain qui permettent de lutter contre la surchauffe pendant les périodes de réchauffement climatique. Cette notion de durabilité, je pense qu'on l'a bien compris, c'est au cœur de la stratégie de Saint-Gobain. Mais ce choix de la durabilité, est-ce que c'est un impératif réglementaire? Moi, je me doute que ce n'est pas ce que vous allez répondre, mais parfois, on est poussé par les nouvelles réglementations à innover pour être plus durable. Est-ce que c'est une conviction d'entreprise ou est-ce que ça a pour but d'apporter de la valeur à l'actionnaire? Alors, je dirais tout à la fois, évidemment. Je vais prendre l'exemple du verre bas carbone dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, en créant ce nouveau matériau, parce que c'est un nouveau matériau, on a ouvert un nouveau marché. Et quand on ouvre un nouveau marché, on se crée un nouveau chemin de croissance, on se crée un nouveau chemin de différenciation sur le marché, et on se crée encore une fois un cercle vertueux de création de valeur pour les actionnaires. Ça permet de faire de la croissance et de la croissance rentable, et en même temps d'avoir un business model, un modèle d'affaires qui soit durable, parce que, encore une fois, il ne s'appuie pas sur aller prélever des ressources à l'infini, il s'appuie sur trouver, grâce à l'innovation, des moyens de prélever moins de ressources et d'être plus vertueux et en même temps de créer un nouveau marché. Donc on a tort de parfois opposer rentabilité et durabilité. Totalement. Et par ailleurs, quand on parle typiquement de carbone, donc on a évidemment des feuilles de route de décarbonation avec un objectif net zéro à 2050 et on s'est donné des objectifs 2030-2035 sur lesquels on est en ligne, moins 30% en 2030, moins 40 à moins 45% en 2035. Ça, c'est aussi un formidable levier de mobilisation des équipes. C'est extraordinaire. À chaque fois que je visite une usine, vous voyez cette motivation d'aller chercher ce dernier mètre, encore une fois. Et en même temps, quand vous commencez à mesurer le carbone, vous économisez aussi des coûts parce que ça veut dire moins de consommation d'énergie, ça veut dire des transports qui sont beaucoup plus optimisés et donc ça tire la performance de l'entreprise vers le haut. On va peut-être parler chiffres parce qu'on a beaucoup d'investisseurs ici dans la salle. Quand on regarde les grands indicateurs, Saint-Gobain affiche une croissance rentable et assez solide. Il y a une marge qui est élevée et qui est en croissance, une structure de bilan qui est saine. Comment est-ce qu'on équilibre dans ce monde qui est vraiment en train de changer rapidement la recherche de rentabilité et les investissements massifs qui doivent être faits dans la transformation durable? Alors juste, effectivement, pour appuyer ce point-là, on a depuis 2021, donc sur notre plan précédent, on a multiplié la génération de trésorerie par 3. On a multiplié le BNPA courant par 2 et le cours de l'action a suivi, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc en termes de retour à l'actionnaire, on est sur une trajectoire qui est tout à fait intéressante. Maintenant, la suite qu'est-ce qu'on a devant nous? On a devant nous la poursuite d'une transformation avec des objectifs financiers qu'on a renouvelés et qui sont à la hausse, évidemment. Une marge qu'on a prévue à la hausse de 2 points. On était avant entre 9 et 11%, on passe entre 11 et 14% de tunnel de marge. Et puis des objectifs de croissance, là aussi rehaussés. Rehaussés pour plusieurs raisons. Parce que, encore une fois, on a des méga-tendances qui sont très, très porteuses. Et puis, on a un modèle opérationnel qui est une vraie machine de guerre. C'est-à-dire que nos 80 pays
qui sont menés par des patrons de pays locaux. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire des acquisitions de façon très agile. Je vous prends un exemple, notre patron mexicain, il a sécurisé une grosse acquisition l'année dernière. Ça a été 4 ans de discussion, apprendre à se connaître, créer la relation avec une société familiale locale qui était vraiment un leader dans son marché de la chimie de la construction. Créer cette confiance, créer aussi le projet stratégique ensemble, qu'est-ce qu'on ferait si on était ensemble, etc., etc. Et puis quand le fondateur a voulu vendre sa société, et ben Saint-Gobain a été préféré à d'autres grandes multinationales, suisses notamment, qui venaient de Zurich avec un chèque 50 millions de dollars plus élevé que ce que Saint-Gobain pouvait offrir. Sauf que, à la fin des fins, la relation, elle était là. L'implantation locale, c'était Saint-Gobain qui l'offrait. Et la perspective pour cette société, c'était Saint-Gobain qui l'offrait. Et c'est comme ça qu'on sécurise, encore une fois, de belles acquisitions, de la croissance et une trajectoire dans chacun de nos pays très intéressante. Et donc en croissance, on vise effectivement une croissance mid-single digit, en bon français. Donc ça veut dire entre 4 et 6% de croissance. D'accord, et c'est drôle parce qu'on revient sur ce côté agile, on a discuté au début, le fait d'avoir un management local, ça permet de mieux discuter avec les clients, avec les employés, etc., mais aussi dans les acquisitions. Tout à fait, et ça permet de façonner les marchés. Je vous prends l'exemple de l'Inde, par exemple. En Inde, on est numéro 1 archi-leader sur le vitrage. On a une part de marché, voilà, on est archi-leader sur le vitrage. On a été à l'origine du vitrage en Inde. Vous imaginez les besoins de vitrage en Inde, avec une population de plus d'1 milliard d'habitants. Ce qu'on fait en Inde, depuis le début, nos équipes ont travaillé leur marché pour que ce soit un marché où il y ait de la valeur ajoutée, en particulier des verres à contrôle solaire. L'Inde est un pays où il peut faire très chaud. Et donc si vous commencez, à l'origine du marché, vous construisez avec du vitrage à contrôle solaire, c'est du vitrage avec une fine couche nanométrique d'atomes qui permet de filtrer, de laisser rentrer la lumière, mais pas la chaleur. Si vous commencez le marché comme ça en Inde, ça croît naturellement ensuite. Et donc nos patrons de pays, nos équipes locales, elles ont ce rôle de façonner leur marché pour ensuite le faire croître sur des bases qui soient rentables et intéressantes pour l'entreprise, et par ailleurs évidemment bénéfiques, puisque ça veut dire une qualité de bâti en Inde bien supérieure à d'autres endroits. On a parlé du futur proche avec les guidance, on va dire, que vous avez donné récemment. Moi, j'aimerais voir un peu plus loin avec la nouvelle feuille de route stratégique que vous avez annoncée récemment, avec le plan 2026-2030, donc Lead on Growth, qui succède au plan précédent qui était Grow on Impact. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les grandes priorités de ce plan jusqu'en 2030 ? Oui, c'est un plan qu'on a lancé le 6 octobre dernier, donc effectivement, il est tout frais. Il est tout frais, mais il est déjà en route, parce que nos équipes, encore une fois, c'est la culture de Saint-Gobain, c'est que on n'attend pas, on n'a pas de temps de mise en route. Hein. On est en mouvement et on est à l'offensive. Ce plan, il a 3 moteurs. Il est centré sur la croissance et la croissance rentable. Donc, c'est-à-dire que la prochaine étape pour Saint-Gobain, c'est d'aller plus loin en termes de croissance et en termes de croissance rentable. Et comment on va faire ça ? On va le faire de plusieurs façons, avec trois moteurs. Le premier, c'est d'aller surperformer sur chacun de nos marchés grâce à nos solutions. Nos solutions, c'est quoi ? C'est plutôt que de pousser un matériau, un autre, etc., d'avoir une approche globale du bâtiment et de dire vous êtes la PHP, vous gérez un collège, vous êtes bailleur social, vous êtes, etc., etc. Nous avons la solution pour vous faire gagner de l'argent. Parce qu'on va optimiser votre bâtiment grâce à nos matériaux et en plus, évidemment, vous aurez des locataires ou des professeurs, etc., plus satisfaits de leur environnement. Donc cette approche, ça va nous amener de la surperformance et on va le faire dans chacun de nos pays, dans nos 80 pays. En Inde, on a commencé par le vitrage, je vous l'ai dit. Ensuite, on a ajouté de l'isolation. Ensuite, on a ajouté de la plaque de plâtre pour faire les cloisons ou les plafonds. Et ensuite, on a ajouté de la chimie de la construction. On est numéro 1 dans tous ces métiers. Et ensuite, maintenant, on les combine tous ensemble, encore une fois, pour apporter de la performance au bâtiment. Et ça, on va le faire dans chacun des pays. Au Mexique, on a encore quelques catégories qu'on peut continuer à faire grandir. Et puis, encore une fois, la combinaison de tout ça pour apporter des solutions. Donc, c'est ça qu'on fait pays par pays pour la surperformance. Premier axe. Deuxième axe, on est aujourd'hui, à peu près à 70% dans le résidentiel, 30% dans le non-résidentiel et l'infrastructure.
Le non résidentiel, ça va être tous les bâtiments, encore une fois, qui ne sont pas des logements. Donc, vous allez avoir des bâtiments de bureaux, des hôpitaux, des cliniques, des écoles, des gares, etc., etc. Pays par pays, il y a des leviers de croissance importants. On est sous-représenté dans ces marchés-là, et donc on a prévu d'accélérer sur le non résidentiel et l'infrastructure, en particulier grâce à la chimie de la construction, qui est un métier sur lequel on a bâti une présence ces 4 dernières années, avec une croissance à plus de 15% dans la chimie de la construction ces dernières années, par acquisition. Depuis 2021, on a fait 37 acquisitions dans la chimie de la construction. On a ouvert 43 usines dans la chimie de la construction. Donc quand je vous dis qu'on va vite, on va vraiment vite. Et on va continuer sur ce métier-là, qui est là encore un gros levier de croissance, en particulier dans les métiers de l'infrastructure. Et l'infrastructure, ça parle typiquement de tunnels, de ponts, d'aéroports, de gares, etc., où on va apporter des solutions. Encore une fois, je vous reprends l'exemple de l'Inde. En Inde, on construit plusieurs centaines de kilomètres chaque mois. Plusieurs centaines de kilomètres d'autoroutes chaque mois. Donc les besoins sont énormes, on va les accompagner et on va croître avec ça. Deuxième levier, encore une fois, se renforcer dans le non résidentiel et l'infrastructure. Et puis, évidemment, tout ça, ça va au service d'un profil du groupe renforcé. Et donc, on le fait en continuant à faire des acquisitions, à faire des cessions et en étant très proactif sur la façon dont on gère nos activités, la façon dont on va, encore une fois, aller se positionner sur les bons marchés, en étant très agile en termes d'acquisition et de cession. Et je vous en ai donné un exemple tout à l'heure avec notre exemple mexicain dans la chimie de la construction. Donc voilà les 3 leviers sur lesquels on va s'appuyer pour, encore une fois, accélérer la croissance rentable. On a les moyens de le faire. On est une société qui est peu endettée. On a un leverage qui est entre 1,5 et 2 fois notre EBITDA. Donc on a les marges de manœuvre pour y aller, pour accélérer. On a les méga tendances, on a les équipes, ça c'est absolument fondamental. Si on n'a pas les équipes, on ne le fait pas. On ne peut pas y arriver, mais nous on a les équipes. On a l'ambition aussi, on a l'envie d'y arriver et on a l'envie d'y aller. Donc voilà, sky is the limit. Très bien, on a bien compris le côté croissance. Après, c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on a tendance à regarder la ligne du bas, comme disent les Américains, la bottom line du compte de résultat. Et vous avez donné des guidance de chiffre de marge d'EBITDA entre 15 et 18%. Comment est-ce qu'on maintient une marge dans un monde qui se fait souvent peur avec l'inflation? On l'a vu après la guerre en Ukraine. Comment on maintient une marge dans ce monde qui est incertain du côté des matières premières, mais bon, même du coût du travail, etc. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, le monde est volatile, on le voit beaucoup. Ça demande plusieurs choses. Premièrement, il n'y a pas photo, ça demande les meilleurs produits, les meilleures solutions pour vos clients. Si vous n'avez pas les bonnes solutions, les bons produits pour vos clients, vous n'allez pas aller très loin. Donc ça, c'est évidemment le levier numéro 1. Parce qu'une fois que les clients demandent vos solutions, vous avez capacité à leur mettre le bon prix. Et le bon prix, c'est celui qui vous permet de couvrir l'inflation, de couvrir vos coûts et de gagner de l'argent sur ce que vous produisez. Donc vraiment, notre premier levier, évidemment, c'est, encore une fois, avoir les meilleurs produits, les meilleures solutions, différenciées par rapport à ce que peuvent faire les acteurs du monde de la construction. Deuxième levier, évidemment, et j'en ai déjà parlé, les équipes. Il vous faut des équipes commerciales qui soient bien outillées. Là-dessus, l'IA est quand même un levier absolument extraordinaire de productivité commerciale et surtout, plus que productivité, de performance commerciale. Elle libère des activités des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée pour nous permettre, par exemple, très concrètement, nos commerciaux, aujourd'hui, on sait optimiser quels clients il faut qu'ils aillent visiter parce que c'est là qu'ils auront le plus de chances de convertir en vente et de faire des bonnes affaires. C'est très concret. Voilà. On sait aussi aller aspirer tous les appels d'offres qui passent en France via différentes bases de données, les permis de construire, etc., pour aller se positionner, encore une fois, chez les bons architectes, sur les bons projets, pour pousser l'offre Saint-Gobain. Donc là-dessus, donc il faut des bons vendeurs, il faut des vendeurs augmentés, encore une fois, avec tous ces outils digitaux, avec toute la donnée qu'ils peuvent avoir sur leurs clients. Et puis, il faut avoir un management qui tienne la situation, qui fixe les bons objectifs et évidemment rémunérer la performance,
parce qu'à la fin, ce qui fait la différence, c'est aussi de reconnaître la performance et c'est de créer ce cercle vertueux, d'avoir envie de chercher l'extra mile pour tout le monde dans l'organisation et à commencer par, encore une fois, la première ligne. Et la première ligne, c'est les vendeurs qui sont face aux clients, c'est nos chauffeurs qui livrent nos clients, etc. C'est eux qui vont convertir, c'est eux qui vont faire cette dernière ligne. Donc tout le monde pousse derrière eux. On arrive bientôt sur la fin de cette discussion. Si vous aviez un message à passer aux principalement investisseurs particuliers qui sont devant nous sur Saint-Gobain en tant qu'investissement. Saint-Gobain en tant qu'investissement, c'est encore une fois une histoire de transformation qui a démarré en 2019, qui se poursuit en 2021, qui se poursuit en 2025 avec notre nouveau plan stratégique. C'est encore une fois un potentiel de croissance et un horizon de croissance rentable, puisqu'on a parlé des marges, croissance rentable, qui permettent un retour à l'actionnaire qui est tout à fait remarquable. Surtout, je vous laisse le regarder par vous-même. Et je vous invite tous à vous intéresser à Saint-Gobain et aller bien au-delà, évidemment, rejoindre le club des actionnaires de Saint-Gobain, qui est aussi un formidable levier de participation à l'aventure Saint-Gobain. Il nous reste 4 minutes, on va dire. J'aimerais quand même prendre une ou deux questions venant de la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Il y a le micro qui arrive. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez parlé beaucoup à l'international du Brésil, du Mexique, de l'Inde? Est-ce que le marché africain est un endroit où vous vous épanouissez? Oui, tout à fait. Merci de cette très bonne question. Effectivement, on est présent en Afrique. On est présent en Afrique depuis longtemps. Je parlais de l'Égypte, par exemple. En Égypte, on est numéro 1 dans les différents matériaux dont j'ai parlé. Et on se développe. On est en train de construire encore un très gros investissement en cours en Égypte, notamment dans le vitrage. On est présent en Afrique du Sud, on est présent en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. On est présent sur l'Afrique, effectivement. Oui, tout à fait. Et c'est un marché, évidemment, très prometteur. Il y a une question devant. Oui, bonjour, merci encore pour cette présentation. Je voulais quelques spécificités sur le marché africain. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique qui sont porteurs? Je parle d'Afrique plutôt subsaharienne. Vous avez cité l'Égypte, vous avez cité l'Afrique du Sud, qui sont de bons pays, mais je parle vraiment de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des pays porteurs dans lesquels vous êtes implantés? Alors, tout à fait. Alors, en fait, un des grands leviers chez Saint-Gobain de croissance, de façon très, très macro, dans les pays dits émergents, c'est la démographie. Parce qu'évidemment, plus la démographie est porteuse, plus l'urbanisation est porteuse, et plus il y a des besoins de construction rapide, de solutions qui vont permettre de construire vite et bien. Et donc, effectivement, on est présent notamment, on se développe en Côte d'Ivoire, on se développe au Nigeria, on se développe au Sénégal. On se développe aussi, encore une fois, en Afrique de l'Est, en Tanzanie, on se développe au Kenya. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, je pose la mienne. Ah, il y a une question au milieu. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est par rapport au groupe Sika, qui est un de vos compétiteurs. Leur cours de bourse a été divisé par 2 en quelques années et le vôtre a été multiplié par 3. Et je crois que vous êtes à peu près dans la même gamme de produits. Donc en fait, je voulais savoir ce que vous faisiez différemment. Et aussi, ils ont revu leur prévision de croissance qui était de 6 à 9% à 3 à 6% de chiffre d'affaires. Et voilà, je voulais savoir votre point de vue par rapport à ça. Merci de cette question. Vous suivez bien le secteur, bravo. Donc effectivement, Sika, en fait, c'est un concurrent
monocouloir, on va dire, qui est un pure player de la chimie de la construction. Là où, moi, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on est multimatériaux, ce qui nous permet d'avoir une approche à l'échelle du bâtiment. Et donc, finalement, d'aller parler aux propriétaires du bâtiment. On va aller parler, encore une fois, à quelqu'un un propriétaire d'hôtel. On va lui dire, en fait, vous, ce que vous vendez, c'est du confort, c'est du sommeil à vos voyageurs. Et on va vous apporter du confort acoustique, de la sécurité feu et de la chimie de la construction. Et donc, en fait, tout le reste de l'offre Saint-Gobain tire l'offre de chimie de la construction. Donc ça, c'est une première raison de surperformance par rapport à un concurrent comme Sika. Deuxième raison, on a cette organisation très locale, pays par pays, qui fait encore une fois qu'on est plus agile, sans doute, pour aller saisir les bonnes occasions, les bonnes opportunités d'acquisition, choisir, sélectionner, être très sélectif dans les actifs qu'on achète, et puis surtout les équipes qu'on achète localement. Et puis, on s'est constitué vraiment une plateforme d'innovation avec les différentes acquisitions qu'on a faites, qui est assez unique et qui nous permet, encore une fois, d'aller plus vite, plus loin que certains concurrents. La chimie de la construction, encore une fois, c'est plus de 15% de taux de croissance chez nous. Et on va continuer sur ce chemin de croissance. Donc voilà quelques éléments de réponse. Mais ça reste un très bon concurrent, soyons clairs. On a terminé cette session. Merci beaucoup, Maud. Merci, Xavier. Pour tout ce qu'on a appris sur ce grand champion français, parce on parle beaucoup des marchés américains, mais on oublie qu'on a de très beaux champions en Europe et notamment en France. On est numéro 1 aux États-Unis, évidemment. Très bien. Et au Canada. Merci beaucoup, Merci Maud. à tous et Merci à tous. À bientôt.